En toute liberté. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Joliba TV News. Bienvenue dans votre émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Joliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service citoyen et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, notre invité est un général à la retraite, même si on sait qu'un général ne part jamais à la retraite. Il aura le temps de nous le dire. Et il est brillant, un brillant général. Il a été aussi conseiller spécial de notre capitaine aujourd'hui, général Amadou Aya Sanogo, ancien ministre de l'administration territoriale. Rappelez-vous de cette formule choc. Si les tendances se confirment, Ibeka pouvait passer dès le premier tour. Il est aussi notre invité et le président de la Ligue démocratique pour le changement. Vous l'aurez compris, notre invité est le général Moussa Senko Koulibaly. Général, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci. C'est le plaisir pour moi. Merci de répondre à l'invitation. C'est toujours avec le sourire qu'on accueille le général. Surtout dans un pays en crise, on se dit qu'on est en sécurité ce soir sur ce plateau. N'est-ce pas, général? Oh, pas tout à fait. Oui. Parce que vous voulez peut-être qu'on commence par le dossier sécurité. Aujourd'hui, je pense que les défis sécuritaires sont énormes. On peut le constater à travers ce que nos populations nous remontent tous les jours. Il y a des régions entières qui sont, plusieurs régions, je peux parler des régions de Menaka, de Kidal, de Taoudeni, de Tombouctou, de Gao, qui sont très très difficiles d'accès aujourd'hui. On peut parler des axes qui deviennent difficiles à fréquenter pendant la nuit, mais aussi on peut parler de toutes les attaques qui commencent à se faire dans toutes les régions, et même ici à Bamako, je vais dire non loin de Bamako. Donc aujourd'hui, en fait, on est dans une situation qui est très difficile, très difficile, et à mon avis, en matière de sécurité, nous devons partout où nous sommes, même ici dans ce studio, être vigilants et contribuer à notre façon à sensibiliser les populations. Parce qu'aujourd'hui, dire qu'il y a des îlots de sécurité sur le territoire national, je serais tenté de dire faisons attention. Travaillons pour que on puisse ramener la sécurité. Travaillons pour qu'on puisse ramener la sécurité, mais cette déclaration est contre-pied, prend le contre-pied de notre déclaration du Premier ministre, le docteur Choguel Mega, qui dit que partout, l'armée malienne peut aller partout sur le territoire national et qu'il a aujourd'hui la souveraineté sur l'entièreté du territoire. Déclaration du Premier ministre. Oui, je ne sais pas ce que le Premier ministre a voulu dire. Je ne sais pas, je ne peux pas lire dans sa pensée. Et je ne vais pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Mais pour notre part, je pense qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de déplacés, beaucoup de réfugiés qui n'arrivent pas à retourner dans leur région d'origine. Oui. Si la sécurité était aussi bonne, je pense qu'on aurait constaté par ce retour qui allait se faire naturellement, parce que les gens ont envie de rejoindre leur terroir, de revivre dans leur village, de retrouver leur région, de retrouver leur activité. Et aussi, ce qu'on peut constater, c'est qu'il devient difficile dans beaucoup de nos régions aujourd'hui, les régions du centre, du nord, de faire de l'élevage tout simplement, de l'élevage des bovins. Tous les jours, dans les informations, on peut constater des éleveurs qui se plaignent, des bandits ou d'autres, des extrémistes qui viennent récupérer le bétail pour aller les vendre. Ils sont dépouillés.
Donc, en fait, aujourd'hui, la situation sécuritaire de façon générale, comme je l'ai dit, on doit encore travailler davantage. Ok. Et aussi, comme je l'avais dit, il y a l'accès tout simplement à se déplacer d'un village à un autre, d'une région à une autre, il devient très très difficile. Et il y a certaines régions même qui sont aujourd'hui accessibles uniquement peut-être par avion, si on veut être sûr que on voyage dans ces régions dans des bonnes conditions. Donc je peux dire aujourd'hui que la situation sécuritaire reste encore un défi majeur. Mais maintenant, les déclarations du Premier ministre, je ne peux pas lire dans sa pensée, je ne sais pas exactement ce qu'il a voulu dire. D'accord. Mais vous ne savez pas ce qu'il a voulu dire. Hein? Mais ils sont nombreux, ces Maliens, qui pensent que si cette transition a un bilan, c'est justement sur les volets sécuritaires. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ces citoyens, un grand nombre qui pensent que les lignes bougent sur le volet. Mais vous êtes le spécialiste. Oui. Je m'adresse aux spécialistes, vous êtes le général. Les lignes bougent, ça ne veut pas dire qu'on a atteint un niveau de sécurité. On va dire, OK, il n'y a plus rien à voir, rentrer à la maison. Non, ce n'est pas ça. Okay. Peut-être qu'il y a des efforts qui sont faits, peut-être que les gens travaillent nuit et jour pour essayer d'apporter des solutions. Peut-être qu'il y a des efforts colossaux qui sont faits, mais ça ne veut pas dire qu'on a atteint le but, ça ne veut pas dire qu'on a atteint l'objectif, ça ne veut pas dire que les Maliens sont sécurisés aujourd'hui. Écoutez, tout simplement, même les communiqués officiels du gouvernement, je pourrais même citer les déclarations récentes du Premier ministre lors de son voyage à Gao. Je crois qu'il voulait aller dans d'autres localités. Oui, en son voilà, ça n'a pas été facile. Et donc, tout ça pour dire que s'il y a des progrès par ailleurs, et on est peut-être loin du compte, on est peut-être loin de la sécurité rêvée, c'est-à-dire que liberté de déplacement des populations, liberté de séjour dans les localités et liberté de commerce et d'activité tout simplement à travers le pays. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le cas. Mais aussi, amusez-vous, nous sommes hommes politiques, nous avons la chance et nous nous donnons le devoir d'être en contact avec toute la population. Nous essayons d'avoir les informations concernant tout le pays. Aujourd'hui, des CAI à Kidal, il y a des difficultés sur tout le territoire national. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des efforts qui sont faits par ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train d'essayer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès en matière de formation, d'équipement, etc. Mais, encore une fois, le défi reste énorme. Et aujourd'hui, dire que le territoire est sécurisé, qu'on est en sécurité, ce serait peut-être pour essayer de ne pas créer de panique au niveau de la population. Mais à mon avis, je pense qu'on est très très loin de ce qui peut être un pays en sécurité. On peut dire que c'est parole d'un général, oui. Tout le monde peut le constater. En fait, ce n'est pas des choses qui sont cachées. Je pense que récemment, il y a eu une situation à Kanibonzo et il y a eu des situations dans d'autres localités. On a pu écouter les ressortissants de ces localités qui disent on veut plus de sécurité ou tout simplement on veut la sécurité. Et tout ça, c'est le territoire malien. À moins que quelqu'un me dise qu'on a décidé de se passer de certaines régions du Mali ou de certains endroits du territoire national. Si ce n'est pas le cas, j'ai envie de dire et de répéter que le défi reste énorme. Le défi reste énorme. Et si on doit faire aujourd'hui un bilan à mi-parcours de cette transition pour vous, depuis qu'Assimi Goïta est président de la transition, qu'est-ce qui a changé? À mon avis, ce que nous avons toujours dit, la transition, c'est tout simplement expédier les affaires courantes et permettre un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Nous avons toujours pensé cela, nous avons toujours dit cela, et nous restons sur cette ligne. Nous devons aller très très rapidement, le plus rapidement possible, à une élection présidentielle pour permettre à ce qu'on revienne à un fonctionnement régulier de nos institutions, que notre démocratie commence à respirer et qu'on devienne un pays fréquentable avec les normes qui sont admises à travers le monde entier. Ce n'est pas le cas actuellement. Donc, en réalité, nous, on s'est dès le départ refusé de juger la transition parce que pour nous, il ne s'agit pas... La transition n'a pas présenté un projet de société, n'a pas dit aux Maliens, voici ce que nous allons faire pour vous, et que derrière, il y a eu un vote de confiance pour dire, oui, on vous donne mandat pour faire ça. Il y a eu une crise politique
Ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Et l'idéal serait qu'on revienne rapidement au fonctionnement régulier des institutions. C'est ce que nous demandons. Maintenant, il s'agit pas de faire un bilan de la transition, parce que ce n'est pas ça le plus important. L'urgence, c'est comment aider la transition à sortir de cette période. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est pris à la gorge. Aujourd'hui, la démocratie est presque mise entre parenthèses, que ce soit le fonctionnement des partis politiques, les élections, on se pose même beaucoup de questions. On est un pays isolé dans la sous-région et au-delà. Et donc, ce n'est pas une situation qu'il faut perpétuer dans le temps. Il faut rapidement sortir de ça pour permettre à ce qu'économiquement, on puisse respirer, que notre diplomatie puisse commencer à discuter correctement avec les autres et proposer des solutions. Autrement, faire un bilan aujourd'hui ne nous avancerait pas. Donc, je dis, encore une fois, notre lecture de la transition, c'est aller rapidement vers une élection qui va nous permettre de revenir à une légalité constitutionnelle. Aller à une élection pour le retour à la légalité constitutionnelle, mais tout dernièrement, il y a eu une sortie du président de la Cour constitutionnelle qui disait, je cite, il dit nous ne sommes pas prêts pour les élections, nous n'avons pas aussi les moyens pour organiser des élections. Est-ce un aveu d'impuissance? Bon, quand on veut, on peut. Un pays a toujours des moyens. En fait, les élections, ce n'est pas seulement la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est un élément, est un moyen de la chaîne. Donc aujourd'hui, je pense que si on veut aller aux élections, on peut aller aux élections. Les déclarations de la Cour constitutionnelle, du président de la Cour constitutionnelle, c'est peut-être pour dire oui, il y a des difficultés et qu'il faut se mettre au travail pour pouvoir surmonter ces difficultés. C'est peut-être une façon de tirer la sonnette d'alarme en disant on veut aller aux élections, mais faisons attention, il y a encore du travail à faire. C'est comme ça que je vois. Et encore une fois, aujourd'hui, en essayant d'aller à l'essentiel, parce qu'à un moment, nous avions défendu qu'il fallait aller aux législatives et à l'élection présidentielle pour permettre à ce qu'on ait une assemblée élue, un président élu, et revenir un peu sur la scène internationale et avoir cette légalité et légitimité qui va nous permettre en tant que pays de parler en toute liberté avec les autres et de parler à l'aise avec les autres. Et aujourd'hui, nous pensons qu'avec les difficultés de mise en place des mesures qui doivent nous permettre d'aller vers les élections, aujourd'hui, nous conseillerons plutôt d'aller uniquement vers l'élection présidentielle. Parce que il y a beaucoup d'élections qui ont été annoncées. Le référendum constitutionnel, les législatives, les élections, les locales. Je pense que toutes ces élections peuvent attendre. La présidentielle. Oui, il faut aller à l'élection présidentielle. On va avoir un président élu qui permettra au Mali, en tant que nation, en tant que pays, de revenir, de sortir de son isolement, de pouvoir relancer son économie, de pouvoir, et relancer par exemple le processus de paix et de permettre à ce que... D'accord. Le Premier ministre, le Dr Choguel Kokala-Maïga, au Burkina Faso, lors de l'ouverture du FESPACO, a déclaré, il dit, et je cite, la démocratie vient après la sécurité. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Est-ce que là aussi, il veut dire qu'il faut carrément que la sécurité revienne pour parler d'élection? À mon avis, il n'y a pas d'hiérarchisation à faire entre sécurité et démocratie. Il n'y a pas de comparaison à faire entre des quantités de nature différentes. Nous devons avoir et la démocratie et la sécurité au même moment. Il n'y a pas à dire. La démocratie, c'est quoi? C'est, disons, une méthode de gestion des affaires publiques. Quand vous dites, je veux d'abord la sécurité, mais entre-temps, comment tu gères les affaires publiques? On ne va pas s'arrêter de gérer les affaires publiques parce qu'il n'y a pas la sécurité. Ou est-ce que c'est une façon de dire la démocratie, ça ne me plaît plus, je l'abandonne? Et nous, pour notre part, nous voulons vivre dans un pays démocratique. Nous voulons un système démocratique. Oui, le général, vous aimez bien la démocratie, mais pourtant, vous avez applaudi un coup d'État en 2012. Ils sont nombreux qui n'ont pas compris. Vous, le général, qui parle ce soir de démocratie. Mais pourtant, vous avez applaudi, vous avez même été conseiller spécial d'un postiste, général. Ça ne veut pas dire qu'on a été dans une situation qu'on va refuser la vérité. La vérité,
générale, elle est universelle et des fois, elle peut même être absolue. Donc, moi, je défends la vérité. Je ne défends pas mes intérêts, je ne défends pas mes prises de position. D'ailleurs, je reproche ça aujourd'hui à beaucoup de, j'ai envie de dire, d'acteurs politiques, d'acteurs de la société civile, où les valeurs changent en fonction des intérêts, les visions changent en fonction des intérêts, les prises de position changent en fonction des intérêts. Ça, j'appelle ça la mauvaise foi. Et nous évitons de rentrer dans ce jeu. Même s'il y a une situation qui ne nous arrange pas, si nous pensons que c'est l'intérêt général, si nous pensons que c'est ça le côté de la vérité, nous défendons cet aspect. Donc aujourd'hui, dire qu'à un moment, en 2012, il y a eu un coup d'État, j'ai été acteur de premier plan de ce processus, que je vais encourager un coup d'État dans mon pays, parce que non. Donc vous regrettez déjà le coup d'État de 2012, c'est derrière vous. On en tire les leçons. Le coup d'État, c'est si c'est à refaire, on aurait souhaité ne pas avoir de coup d'État, ni en 2012, ni avant, ni en 2018. Mais c'est des situations qui sont arrivées, il faut en sortir, tirer les leçons. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a été acteur de ce processus qui va transformer ça en vérité. Ce n'est pas une vérité, non. Je vais vivre dans un pays démocratique. Et dans un pays démocratique... Donc vous aimez la démocratie. Aujourd'hui, à un moment, vous avez dit que la démocratie est mise entre parenthèses. Elle est mise entre parenthèses par qui? La démocratie, c'est d'abord les élections, la volonté du peuple. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et on ne demande pas aux Maliens qu'est-ce qu'ils veulent. J'aimerais qu'on demande aux Maliens. La respiration de la démocratie, ce n'est pas l'expression des électeurs, de la population. Et si on ne fait pas ça, et là, la démocratie est mise en parenthèse. Et les partis sont là pour concourir à cette expression démocratique. Mais malheureusement, nous, on a un jeune parti. Mais depuis que le parti est créé, on ne peut même pas évaluer notre niveau d'ancrage au niveau de la population, parce qu'on n'a pas participé à de vraies élections. Donc aujourd'hui, on essaie de parler au nom d'une partie de la population. En 2018, où le score n'était pas fameux, il faut le dire aussi. Non, j'ai participé en 2018 en tant que candidat. La structure n'existait pas encore. La structure a été créée après. Et en 2018, les choses ont bougé. En 2018, je parlais en mon nom. Mais aujourd'hui, je parle au nom de la Ligue démocratique pour le changement. Ça change beaucoup de choses. Et quand nous allons vers les populations, c'est pour leur dire, oui, nous avons une équipe, formons une équipe, un ensemble qui peut prendre tous les Maliens pour essayer de faire face à tous les défis que nous avons. Donc aujourd'hui, le fait qu'on ait mis beaucoup de temps, et surtout dans une période de transition, sans demander aux Maliens qu'est-ce que les Maliens veulent, pour moi, la démocratie est entre parenthèses. Voilà. Ok. Moussa Sinkou Coulibaly, donc pour vous, il faut aller aux élections, surtout à la présidentielle, aux dates indiquées. La seule élection qui vaut aujourd'hui, qui peut être utile pour nous aujourd'hui, c'est l'élection présidentielle. Concrètement, ça nous permettra de redevenir fréquentables, de pouvoir discuter avec les autres pays, d'avoir cette légitimité et l'égalité dont tout chef d'État ou président de la République a besoin pour conduire son action. Et aussi, ça permettra à ce que quelqu'un vienne proposer aux Maliens qu'est-ce qu'il va faire par rapport au processus de paix qui est presque en veilleuse. Qu'est-ce qu'il va faire par rapport aux paysans qui ont eu de très grosses difficultés ces dernières saisons? Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à l'éducation? Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à la sécurité? Et que quelque part, que ce dernier soit comptable de ce qu'il aura proposé aux Maliens. Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé des bilans de la transition. Bilan par rapport à quoi? Par rapport à quelle promesse, par rapport à quel engagement qui aurait été pris auparavant. Vous tentez de dire que cette transition n'a pas de légitimité puisqu'elle n'a, c'est-à-dire elle ne tire pas son pouvoir du suffrage des Maliens. On a appelé la transition période d'exception. Et quand on est dans une période d'exception, il faut essayer de revenir le plus rapidement possible à une situation de normalité, à une situation de fonctionnement irrégulier des institutions. C'est ce que nous défendons. Et encore une fois, on a eu un premier départ sur 18 mois et on a épuisé. On est parti pour terminer
la transition en 2024, au mois de février ou mars, quelque chose par là. Je pense que nous devons tout faire, absolument tout, pour qu'on ait l'élection présidentielle à cette date, ou même avant cette date, pour nous permettre de franchir un cap qui va nous permettre, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut accepter et reconnaître, par exemple, les difficultés économiques que nous traversons aujourd'hui, demander aux opérateurs économiques. Presque tous les opérateurs économiques sont étouffés aujourd'hui. Mais ce n'est pas lié à un problème économique en tant que tel. C'est lié en partie à la situation politique que nous vivons actuellement. Les difficultés avec la communauté internationale, la CEDEAO en particulier, l'Union africaine. J'ai vu lors du dernier sommet, nous avons vu lors du dernier sommet de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères aller arpenter les couloirs du siège de l'UE à Addis Abeba pour dire oui, il faut nous accepter, il faut nous accepter. Mais pour être accepté, c'est connu, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu d'aller faire les couloirs pour dire il faut nous accepter, remplissons les conditions qui vont permettre à ces personnes de nous accepter, même s'ils ne veulent pas nous accepter. Donc je pense que nous devons nous mettre en position pour qu'on revienne un peu autour de la table. Parce qu'au niveau de la CEDEAO, aujourd'hui, on parle du Mali sans le Mali. Le G5, on est sorti, mais en réalité, ce serait difficile de faire sans le G5. On parle du Mali sans le Mali. L'Union africaine, la même chose. Et ailleurs, exactement la même chose. Donc pour vous, ce n'est pas une bonne chose. Mais pourtant, au Mali... Ce n'est pas que ce n'est pas une bonne chose. On ne peut pas s'y passer de ça. C'est une obligation pour nous de revenir et de rediscuter avec ces gens, d'améliorer nos relations avec la CEDEAO, avec les pays voisins, avec l'Union africaine, avec la France, avec les États-Unis, avec tout le monde. Sans ça... Sauf que là, au Mali, les autorités sont très fières de cette situation. On parle même de souveraineté retrouvée. Le 14 janvier, rappelez-vous, désormais est décrété journée nationale de la souveraineté retrouvée. Donc ça veut dire que cette situation, c'est comme si c'est une situation voulue par nos autorités. Oui, souveraineté retrouvée, on parle de souveraineté quand on est en relation avec les autres. Mais quand tu es seul, la notion même de souveraineté, ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on est seul. Pour parler de souveraineté, il faut être en compétition avec les autres. Il faut être dans le forum mondial avec les autres. Là où tu vas pouvoir défendre tes idées, tes préoccupations, tes intérêts par rapport aux autres et devant les autres. Mais quand on est seul, isolé, parler de souveraineté, expliquez-moi ce que ça veut dire. C'est lorsque on est en compétition avec tout le monde, lorsqu'on est en relation avec tout le monde, qu'on arrive à défendre nos idées, à défendre nos intérêts, à faire valoir nos propositions, qu'on peut parler de souveraineté. Mais aujourd'hui, on est isolé, on est seul. Donc, nous parler de souveraineté quand on est seul, c'est comme quelqu'un qui vit seul et isolé du reste du village et qui n'a aucune interaction avec les autres. Ben, ok, voilà. Que lui dise, oui, je suis chef chez moi, mais chef par rapport à qui? Donc aujourd'hui, je pense que si on veut parler de souveraineté retrouvée, nous ne devons pas avoir peur d'interagir avec les autres. Nous devons aller vers les autres et montrer qu'on est souverain, que nous savons défendre nos intérêts, que nous connaissons exactement qu'est-ce qui est bien pour nous et nous évoluons vers ça et nous essayons d'atteindre ces objectifs. Ok, Moussa Senko Koulibaly, toujours en parlant d'élection, et les voix s'élèvent de plus en plus pour demander même la candidature du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour les élections justement de 2024. Voilà, Ségou, puis après une délégation qui est allée voir le shérif de Nioro, et de plus en plus, on entend parler de candidature, de supposée candidature ou d'appel à la candidature du président et de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'est ce qui me permet de dire que la démocratie est une bonne chose. Quand on vit dans une démocratie, il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Donc je ne peux pas condamner quelqu'un parce qu'il dit « je veux qu'un tel soit candidat » ou « je soutiens la candidature d'un tel ». Parce que tout ça, après, c'est le peuple malien qui va choisir, qui va trancher. Donc, aujourd'hui, qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour exprimer leurs souhaits, leur volonté, leur envie d'eux, je respecte. Mais ceci dit, je pense honnêtement que les conditions ne sont pas réunies pour une candidature des premiers responsables de la transition. On a eu une transition en 91, on a eu une transition en 2012,
on est en transition, l'esprit de la transition. Je ne discute même pas des textes. Ouais. L'esprit de la transition, ça veut dire c'est une équipe qui est là, qui essaie de jouer l'équilibre entre les acteurs politiques qui sont appelés à aller à une compétition et à aller devant les Maliens, faire des propositions de solutions par rapport aux grands dossiers du moment. Et c'est aux Maliens de choisir. Donc pour moi, l'esprit de la transition est que tous les acteurs de premier plan de la transition ne seront pas candidats aux élections de fin de transition. C'est clair et net. Mais ceci dit, que quelqu'un, voilà, sur une radio, à la télé... Un partisan, hein, pour vous, hein, vous mettez ça sur le registre de la liberté d'expression et que vous respectez. Oui, je respecte. Mais sinon, si on veut aller même un peu plus loin, bon, la charte de la transition... Est-ce que vous conseillerez peut-être vous, hein, on sait que vous connaissez Assimi, vous avez été instructeur, certainement que vous avez beaucoup de ces militaires-là même comme étudiants, on sait que vous êtes un valeureux général bien respecté. Qu'est-ce que vous le direz en off, par exemple, s'il vous demande son avis? Non, je n'ai pas besoin de parler en off. En 2012, je n'ai pas conseillé ça. Je n'ai pas conseillé voilà, aux acteurs qui étaient là. Et je crois que j'ai eu quelques déclarations publiques où j'ai exprimé que voilà, on ne peut pas être jugé parti. Donc ça, c'est des choses qui sont utiles quand on a besoin de faire avancer la démocratie. Donc aujourd'hui, voilà, et je pense que la transition doit se limiter à son rôle de juge et non rentrer, essayer de venir dans l'arène et dire « Oh oui, je vais juger, je vais mettre en place les structures qui organisent les élections. Mais après aussi, moi, je vais être dans la compétition. À mon avis, ça va fausser le jeu et ça ne va pas marcher. On a vu qu'on est allé à une prolongation. Hein, on est carrément allé à une prolongation de la transition. Vous avez parlé de laquelle prolongation nous a même valu, prolongation qui nous a valu les sanctions de la CEDEAO, lesquelles sanctions ont été jugées illégitime, illégal et injuste de la CEDEAO. Et maintenant, en 2024, si on n'arrive pas à faire des élections, on n'est pas en 2024 encore, mais ça se prépare dès 2023 si on ne fait pas d'élections en 2024. Il faut qu'on comprenne très bien. Les élections sont incontournables. Nous allons aller aux élections. Il n'y a pas d'alternative. Sauf que ce n'est pas vous qui organisez les élections, mais Général Cinco. Quand vous dites « nous allons aux élections », nous, c'est qui? Le Mali. Les Maliens. Okay. Comment voulez-vous désigner le prochain président si vous ne faites pas d'élection? Comment voulez-vous désigner les membres, les parlementaires si vous ne faites pas d'élection? Je ne sais pas, on n'est pas... Peut-être que quelqu'un... Les ANR, avec les Assises nationales de la refondation, on est allé à une prorogation de la transition sans que personne ne lève le doigt, et puis après, on a eu les sanctions de la CEDEAO. Donc certainement, peut-être que ce sont des sanctions de la CEDEAO et les autorités peuvent aller à une prorogation, si elles le veulent, bien sûr. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une première prolongation et que ça a semblé se passer sans grande difficulté que, ok, c'est la voie ouverte, ok, à une petite série de prolongations à l'infini. Non, ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, j'ai dit qu'on est presque pris à la gorge. Le processus d'Alger, l'accord d'Alger, vous voyez toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui. Il y en a même qui parlent de guerre qui va reprendre, il y en a qui, bon, on entend toutes sortes de choses. C'est inquiétant, ça fait peur. Vous voulez qu'on continue à vivre dans un pays où tous les jours on se réveille avec de nouvelles inquiétudes? Non. Aujourd'hui, le pays est presque coupé en plusieurs morceaux. Vous voyez? Donc c'est par les élections qu'on peut renouer, comme j'ai dit, avec les populations qui vont exprimer, parce qu'il y a un candidat qui va venir pour dire, vous les Maliens, si vous me faites confiance, voici la solution que j'ai pour vous par rapport à l'insécurité, par rapport au processus d'Alger. Et voici le type de coopération que je propose avec les pays voisins. Et là, les Maliens vont donner mandat à la personne. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Les Maliens n'ont donné mandat à personne. Et là, encore une fois, comme j'ai dit, on a besoin... Nous... Donc, pour vous, aider la transition, je vous reprends, c'est l'aider à sortir de la transition. À ce que le pays retrouve son fonctionnement régulier. C'est ça, aider la transition. Aujourd'hui, je pense honnêtement que
on a tous besoin d'aider. Parce que les défis aujourd'hui sont tels que je ne suis pas sûr qu'en laissant les choses à l'exécutif actuel, seul, que cet exécutif aura les ressorts nécessaires pour nous sortir de la transition dans le délai convenu. C'est pourquoi nous disons, nous sommes disponibles, et d'autres qui sont aussi qui sont disponibles, pour aider à ce que on puisse franchir le cap qui nous permettra d'avoir beaucoup d'autres contacts, d'avoir beaucoup d'autres leviers et ressorts pour relancer l'économie, et relancer le processus de paix, traiter nos dossiers de sécurité avec les voisins qui partagent le même problème que nous. Comment voulez-vous que ici au Mali, qu'on combatte l'insécurité si on ne communique pas de façon correcte avec le Niger, on ne communique pas de façon correcte avec le Burkina Faso, on ne fait pas la même chose avec l'Algérie, on ne fait pas la même chose avec le Burkina, on a des difficultés avec la Côte d'Ivoire. Comment voulez-vous qu'on avance? C'est un problème qu'on partage, qu'on a en commun. Et quand vous avez des problèmes en commun, c'est important que vous mettez les efforts ensemble, qu'il y ait une mutualisation d'un certain nombre de choses pour permettre d'avancer. Mais aujourd'hui, c'est tout ça qui nous manque. Et pour atteindre ça, il y a un cap à franchir. C'est la légalité institutionnelle qui nous manque aujourd'hui. Et cette légalité institutionnelle, tu ne peux l'avoir que par les élections. Et donc, c'est un passage obligé. À moins que quelque part, à mon avis, ce sera le choix de personne, qu'on choisisse de rester dans une situation où les difficultés vont s'aggraver tous les jours. Parce que, qu'on le veut oui ou non, tous les jours, économiquement, ça devient plus serré. Sur le plan sécuritaire, ça devient plus serré. Sur le plan social, comme j'ai dit, c'est dû à quoi? Mais c'est arrivé l'année dernière. Notre agriculture a eu tous les problèmes du monde. Au lieu d'approcher les 1 million de tonnes de production de coton, on est resté autour de 300 000. Est-ce que vous voulez qu'on reste dans cette situation? Je pense que non. D'accord. Oui, sauf que vous dites que le Mali est isolé, le Mali ne parle pas avec ses voisins, mais il y a cette idée de fédération entre le Mali, le Burkina et la Guinée. Donc ça, c'est un projet porté par les autorités des 3 pays pour faire une fédération et puis peut-être mutualiser les efforts à la lutte contre l'insécurité, par exemple. Oui. C'est pour vous, ça non. L'idée de fédération, ça ne date pas de maintenant. L'idée de fédération, c'est depuis les indépendances avant. Est-ce que c'est une priorité aujourd'hui? En fait, c'est un processus qui peut commencer à tout moment. Qu'on parle de fédération maintenant, à mon avis, je ne vais pas condamner. Maintenant, mais comme j'ai dit, nous, même pour aller assez facilement à une fédération, et voilà, si on a des autorités légitimes, je pense que ça ne peut que faciliter. Donc aussi, l'idée d'aller vers cette fédération, à mon avis, ça doit nous encourager à aller très très rapidement aux élections. Général est pressé d'aller aux élections. Bon, on va dire comme ça. En 2018, votre nom était cité. On a les sondages, les gens disaient, ils sont nombreux qui disaient c'est le futur président parce qu'il a démissionné de l'armée. Et puis on disait que c'était vraiment le candidat. C'était le rendez-vous était raté. En 2020, vous étiez dans la lutte M5 RFP. Après, quand il s'agit de prendre un président de la transition, votre nom était cité. On avait même dit, on avait vu des journaux sérieux qui ont titré Moussa Sinko Coulibaly, président de la transition. Ça se précise. 2 fois, on vous annonce, vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas au rendez-vous. Est-ce que vous avez encore confiance que votre nom pourra être cité un jour, comme en tête de liste, par exemple? Mon engagement, c'est de contribuer tous les jours aux efforts dont mon pays a besoin aujourd'hui pour sortir de la crise. C'est ce que nous essayons de faire. En fait, on n'a pas une fixation sur le rendez-vous de l'élection présidentielle ou de fixation sur les postes à occuper. Aujourd'hui, ce que je fais de mon mieux pour aider au quotidien, dans différents domaines. La Ligue démocratique, la même chose, pour aider à apporter des solutions. Mais aussi la chance que nous avons eue quand on a commencé ce combat. On a découvert qu'il y a des ressources énormes en termes de personnes, ressources humaines énormes, déterminées et engagées à se battre pour ce pays. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux
quand on rencontre toutes ces personnes, vous découvrez des gens qui sont plus engagés que vous et vous vous dites, ok, ça mérite le respect et l'humilité. J'ai appris beaucoup de choses et aujourd'hui, je me dis, demain, après-demain, il serait possible de transformer ce pays. Et c'est ce travail qu'on fait, quel que soit qui sera le prochain président. Donc aujourd'hui, nous, pour nous, la Ligue avec les autres, comment contribuer en fonction des expériences que nous avons, en fonction des compétences que nous avons, en fonction des personnes qui nous font confiance et au nom desquelles nous essayons de parler, comment contribuer. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de tous les Maliens. Même tous ensemble, ça ne suffira pas, on aura même besoin des non-Maliens. C'est pourquoi nous disons au niveau de la Ligue que l'isolement du pays, aujourd'hui, est un mauvais plan pour le pays, qu'il faut ouvrir, il faut renouer avec la CEDEAO, il faut renouer avec l'Union africaine. Mais maintenant, aussi, ça me permet de dire, maintenant qu'on a des grosses difficultés avec ces institutions, il faut les aider parce que des fois, quand vous créez des situations, ce n'est pas facile pour les acteurs qui ont créé des situations de sortir de ces situations. C'est pourquoi aujourd'hui, des acteurs politiques ou de la société civile peuvent aider les autorités de la transition, non seulement à aller rapidement vers les élections, mais à sortir de l'isolement. On en a besoin. Et je pense que... Est-ce que les militaires n'ont pas besoin de garanties fiables, c'est-à-dire pour sortir de façon honorable? Certainement qu'ils ont besoin, parce que quand on gère un pays, on ne gouverne pas innocemment, ce n'est pas facile. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin, je parle des militaires, de garanties suffisantes pour peut-être aller à des élections? Bon, je ne parlerai pas de garantie, peut-être d'assurance. D'assurance, parce que donner des garanties, on va donner des garanties comment et par rapport à quoi? Mais d'assurance que, voilà, que peut-être que l'après-transition au Mali, ok, qu'il y aura des ouvertures, qu'il y aura des possibilités pour les acteurs de premier plan de la transition, mais même pour gérer tout ça, ces assurances qui peuvent être données... en termes de procès, par exemple. Je ne sais pas. Oui, c'est pourquoi j'ai dit... On sait que quand un pouvoir s'installe dans nos pays, tout de suite, c'est une chasse aux sorcières. Tout de suite, on sort de dossier et on s'attaque à ceux qui ont... Donc, je parle comme... Mon intervention s'inscrit dans ce sens. Non, ça me permet de dire... C'est pourquoi, comme j'ai dit, il faut que les institutions fonctionnent. Il faut que les institutions fonctionnent. Si les institutions fonctionnent, les institutions peuvent donner la protection et la garantie à tout le monde. Mais aujourd'hui, il faut baser le fonctionnement du pays sur des personnes physiques, là, ça devient compliqué. Si la personne physique n'est pas là, on ne saura plus où aller ou à qui se fier. Mais aujourd'hui, il faut certainement, peut-être que ça fait partie des difficultés que les acteurs de la transition ont aujourd'hui, peut-être que ça fait partie des hésitations qu'on peut sentir aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais après? Et vous avez parlé de garantie, moi j'ai parlé d'assurance. Quel type de garantie ou d'assurance on va me donner pour que je puisse me recycler après, que je ne sois pas... Bon, mais tout ça, ça s'est fait et en restant ouvert aux autres, en discutant avec les autres, ici au Mali, mais ailleurs. Parce que nos difficultés aujourd'hui, vous comprenez très bien que nos difficultés, ce n'est pas seulement en interne. Et que si les acteurs, je ne sais pas, que si certains acteurs de la transition peuvent se poser des questions sur l'après, que ce n'est pas uniquement par rapport aux considérations internes. Mais ceci dit, on peut trouver des solutions à tout ça. Et les uns et les autres sont disponibles. Je suis disponible, la Ligue démocratique est disponible. S'il y a des difficultés de ce genre, à discuter avec tout le monde et à proposer des solutions. Et je peux vous garantir qu'on a des solutions à proposer. Ok, bon, vous avez déjà géré une transition, donc vous savez c'est quoi une transition, Général Moussa Sinkou Coulibaly. Donc nous allons tenter de donner la parole aux téléspectateurs qui participent aussi à cette émission. Nous avons la rubrique question directe. Tout de suite, le générique, et on va donner la parole aux téléspectateurs à travers le numéro de téléphone qui va s'afficher, qui est déjà affiché à l'antenne, le 65 65 50 50. D'abord, le générique question directe. Oui, la réalisation qui semble un tout petit peu dormir, et le générique qui ne vient pas. Voilà, espérons que... Voilà.
le générique question directe. Oui, donc nous allons, continuer avec l'émission, la dernière rubrique de l'émission, rubrique question directe, où on va donner la parole aux téléspectateurs. Les téléspectateurs vont poser directement les questions à notre invité, le général Moussa Senko Koulibaly. Si vous devez intervenir dans cette émission, éloignez-vous un tout petit peu de votre poste pour qu'on puisse avoir une meilleure écoute téléphonique ici au studio. Donc le numéro est affiché, le 265 65 50 50. Bonsoir. 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 Oui, vous êtes en direct sur Joliba TV News. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un tout petit peu de votre poste télé et poser votre question? Présentez-vous et posez votre question. Voilà, quelle est la... On vous entend mal, hein? Voilà. On vous entend très mal. Quelle est la... Oui, on l'entend très mal. Hein. Pour vous intervenir, vous ne pouvez pas vous écouter en même temps répondre aux questions ici. Donc, il va y avoir un retour désagréable. Donc, éloignez-vous de votre poste et on a une meilleure écoute téléphonique ici. Posez votre question. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous êtes en direct sur Joliba TV News. Posez votre question. Ok. Éloignez-vous de votre télé et posez la question pour qu'on puisse mieux vous entendre, monsieur. Oui, je n'aime pas. On vous écoute. Ok, je voudrais... Oui, allez-y, allez-y. Oui, les dieux de la technique, visiblement, ne sont pas avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes en direct. Voilà. Je peux simplement savoir exact concernant la position. Voulez-vous? J'aimerais savoir. Oui. La position de la... On vous entend mal, hein? Oui. Éloignez-vous de votre poste télé, sinon on ne vous entendra pas bien. Voilà. Oui, la réalisation me signale qu'il y a un problème de réseau. Donc, faites, éloignez-vous et parlez plus fort. Voilà, je dis savoir. Ma question est de savoir la position exacte de Moussa Senko à la... Oui, on n'a pas entendu malheureusement votre question. Je pense qu'on va arrêter. On va arrêter cette série de questions. La rédaction me signale que le réseau est très défectueux, donc on ne pourra pas avoir les questions malheureusement des téléspectateurs. Général Moussa Senko Koulibaly, on va continuer. La rédaction me signale que le réseau est carrément défectueux. Et on va continuer avec les questions. Il y a eu un projet, un nouveau projet finalisé de nouvelle constitution. Et déjà, qu'est-ce que ça vous inspire, Général Moussa Senko Koulibaly? Oui, en fait, par rapport à la Constitution, nous avons eu des prises de position dès le début de la transition où nous avions exprimé, et nous sommes encore sur cette position, qu'il fallait laisser la révision ou réforme de la Constitution, quelle que soit la forme, à une équipe élue. Et nous sommes encore sur cette position parce que nous estimons que la Constitution que nous devons avoir, nous devons nous donner le temps. Et à mon avis, la transition, pour nous, c'est notre estimation, ne peut pas disposer de ce temps pour mener une bonne réforme constitutionnelle. On n'est même pas rentré dans les débats juridiques et des arguments juridiques que d'autres personnes avancent en disant oui, l'ancienne constitution est en place qui dit que l'initiative de la révision de la réforme doit émaner
soit du président de la République ou des élus. Et on n'a pas cette situation. Cet argument est recevable. Donc nous faisons désormais mien ou nôtre de cet argument. Mais aussi, vous voyez, nous sommes dans une situation où quand vous posez un acte éminemment politique, par exemple la réforme de la Constitution, on doit se poser la question, quel est le bénéfice immédiat qu'on peut avoir ou le bénéfice à long terme? Aujourd'hui, j'ai l'impression, je peux me tromper, tout le monde a sa lecture de la situation. Je pense qu'on a eu un texte de constitution qui gère l'actualité et qui ne résout, à notre sens, pas les questions fondamentales de démocratie que nous avons. Mais on a voulu gérer l'actualité et une nation, ça va au-delà. On doit avoir une vision sur le long terme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on risque d'avoir si on va vers ce nouveau texte sur le référendum? C'est plus de division dans le pays. Les problèmes qui sont là actuellement vont demeurer, mais ça va amener plus de problèmes. Parce que aujourd'hui, il y a une partie de la population, ou une grosse partie de la population, qui ne se reconnaît pas dans le document. Il y a eu ceux qui ont posé, comment je vais dire, des remarques par rapport à... Il y a d'autres qui ont même carrément demandé l'abandon total de ce projet de transition. Donc je pense qu'il serait sage, pas d'abandonner, mais de sursoir à ce processus, de se donner plus de temps. Pour, la construction d'une nation, ça se fait tous les jours et sur plusieurs générations. Peut-être que ce travail de base, de départ qui a été fait, pourrait servir de squelette à une nouvelle constitution, mais pour nous, en ce moment, d'ailleurs aussi, je pense que dans l'agenda qui avait été communiqué par le ministère concernant les élections et validé, je pense qu'à différents niveaux, nous devrions aller où on doit aller au référendum ce mois-ci. Mais apparemment, ça va être très difficile. Et si on n'arrive pas à le faire, ça veut dire qu'il y a un gros risque de glissement de l'agenda de la transition, ce qui n'est pas souhaitable à notre sens. Et donc, ça veut dire que déjà qu'il y a des vraies difficultés pour l'organisation de ce référendum, il faut se donner le temps. Il faut donner le temps au temps et remettre ça plus tard. Oui, l'élection présidentielle, vous avez organisé l'élection présidentielle de 2018. Deuxième, c'est des élections qui étaient des élections propres, c'est votre actif. Vous avez été un brillant ministre de l'administration territoriale, Moussa Senko Coulibaly. Donc vous avez aussi une expertise en matière électorale. Pour vous, pour faire de bonnes élections, quelle est la recette magique? La recette, c'est un peu... on a un cadre qui s'appelle cadre de concertation entre le ministère de l'administration et les partis politiques, parce que une élection, l'animation politique, c'est les acteurs politiques. Même si, bon, aujourd'hui, être homme politique ou femme politique est presque devenu un péché pour certains. Vous n'avez pas bonne presse à ce moment. C'est les militaires qui ont le vent en poupe, généralement. Mais vous êtes aussi militaire, donc ça veut dire que autant quand on critique les politiques, vous pouvez peut-être dire « je suis général, attention ». Aujourd'hui, je suis politique. Okay. Je suis politique, je le revendique et je suis politique. Et faire de la politique, c'est une activité noble. Le pays en a besoin, c'est indispensable. Est-ce que vous avez l'impression que le général Moussa Senko Coulibaly en 2018 et aujourd'hui, en termes politiques, est-ce qu'on pouvait dire que vous êtes aujourd'hui un homme politique aguerri qui peut éviter les petites erreurs politiques, par exemple, les fautes politiques? Pas aguerri, mais en construction. Construction. On a fait beaucoup de chemin, on a appris beaucoup de choses. Mais plus on apprend, plus on découvre qu'on doit apprendre davantage. Donc je pense que, comme j'ai dit, ça force la modestie et l'humilité. Donc aujourd'hui, nous essayons d'apprendre. Et aussi la chance que nous avons, comme j'ai dit ici en 2018, j'étais peut-être, entre guillemets, un homme seul qui allait à la conquête du fauteuil présidentiel. Aujourd'hui, vous avez la Ligue. Oui, c'est l'occasion pour nous de dire un mot sur la Ligue démocratique pour le changement. Je vois que vous insistez beaucoup, vous aimez parler carrément de la Ligue démocratique. C'est votre fierté aujourd'hui, la Ligue démocratique pour le changement? Parce que la Ligue, ça va au-delà de ma personne, au-delà des personnes qui ont initié ce parti,
parce que nous avons une vision sur le long et le très long terme. Ce sont les idées que la Ligue porte aujourd'hui que nous voulons mettre en avant. C'est pourquoi je parle beaucoup de Ligue. Demain, je peux ne pas être là. La Ligue va continuer, ou je l'espère et je le souhaite. Et c'est comme ça que nous sommes en train de travailler en disant on va mettre en place un vrai parti politique autour d'un certain nombre de concepts, de visions et de projets pour le Mali. Okay? C'est ce que nous essayons de faire. Donc aujourd'hui, la Ligue aussi, jeune parti politique, est en construction, apprend. Mais la chance que nous avons est que nous avançons tous les jours, doucement mais sûrement. Et aujourd'hui, nous sommes très très satisfaits des équipes que nous avons en termes d'ossature pour le parti, en termes d'organisation des jeunes du parti, en termes d'organisation des femmes du parti. Mais il y a, je dirais, on n'a pas de baromètre. Parce que nous, on aurait aimé. Pour vous, c'est les élections. Participer pour savoir évaluer un peu si la Ligue a bougé ou pas. Justement. Et c'est ça qui va nous permettre de savoir jusqu'où les idéaux que nous défendons, les idées que nous mettons en avant, jusqu'où ces idées sont acceptées par les Maliens. Jusqu'où les Maliens adhèrent à ces idées ou les rejettent. Mais malheureusement, on n'a pas ça. C'est pourquoi nous voulons connaître ça. Et ça nous permettra de savoir quels sont les efforts que nous devons faire pour convaincre davantage les Maliens. Donc la Ligue se porte bien. Nous travaillons sur le terrain, comme beaucoup d'autres partis politiques. Nous sommes en contact avec beaucoup de partis politiques. Nous discutons, nous échangeons. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, le Mali a besoin de tous ses fils. Est-ce que vous avez... le Mali a besoin de tous ses fils, oui. Absolument. Et c'est ce que nous essayons de faire. Est-ce que vous pensez que la Ligue peut être une machine électorale qui peut faire peur aux autres politiques, hein? Est-ce que vous avez cette ambition vraiment de vous imposer comme un parti politique? C'est vrai que c'est un parti jeune, mais un parti qui va faire véritablement bouger les lignes et à compter dans l'espace politique. D'ailleurs, quand nous avons créé ce parti, c'est parce qu'il y avait déjà beaucoup d'autres partis politiques, mais on a vu que la vision que nous portons n'est pas pareille à la vision ou aux visions que les autres partis portent. C'est pourquoi nous avons créé un parti. Et quand on crée un parti en pensant que vous avez des bonnes solutions ou même les meilleures solutions en ce moment à offrir aux Maliens, ce parti politique se donne naturellement, presque naturellement, comme ambition et de conquérir l'espace politique et de s'imposer comme un parti qui pèse sur la scène politique. Donc aujourd'hui, notre ambition, c'est de pouvoir porter des voix, pouvoir influencer les décisions politiques et pouvoir pouvoir être là, porter les valeurs d'une partie de la population malienne. Ce serait difficile d'avoir tout le monde, mais nous voulons être sûrs que les valeurs que nous portons, que c'est réellement les valeurs des Maliens et c'est ce que nous défendons. Donc un parti politique, ce n'est pas fait pour faire de la figuration. Nous ne voulons pas faire de la figuration. Nous allons nous battre pour être présents à tous les rendez-vous électoraux à venir, avoir des représentants au plus bas niveau de représentativité politique au niveau national jusqu'au plus haut niveau. Et il faut que la LDC, dans un scénario idéal, devienne le premier parti du Mali, le premier parti politique du Mali. D'accord, on l'espère vivement. Hein? Bon vent à la Ligue démocratique pour le changement. Nous allons aborder une question politique. On va ouvrir une question diplomatie, relations internationales. Aujourd'hui, le Mali a choisi la Russie comme partenaire stratégique. Pour vous, cette option, est-ce que c'est une bonne option? Qu'est-ce qu'il faut faire aussi des autres partenaires traditionnels? Est-ce qu'il faut aussi les laisser complètement parce qu'aujourd'hui, on a un nouveau partenaire? D'expérience et de façon générale, et quand on voit ce qui se passe à travers le monde, il n'y a pas un partenaire qui fournit tout, qui fait tout. Donc, parler de diversification des partenariats, c'est presque obligé parce que vous allez voir un partenaire qui va plutôt vouloir traiter des sujets économiques parce que c'est sur ce plan que lui peut apporter des choses. Vous allez voir un partenaire qui sera dans le domaine de la culture. Vous allez voir un partenaire qui sera dans le domaine des technologies, des sciences, des etc. énergies, et un partenaire qui sera dans le domaine de la sécurité. Donc, à mon avis,
Tu ne peux pas dire j'ai un partenaire et j'abandonne tous les autres partenaires. Ce ne serait même pas intelligent. Et en plus, on vit tous sur la même planète, la planète Terre. On a besoin de vivre en harmonie avec tout le monde. Donc, créer un nouveau partenariat, ce qui n'est d'ailleurs pas un nouveau partenariat, parce que, après tout, on a été en contact avec ce pays depuis l'indépendance, depuis toujours. Donc, peut-être qu'il y a un réchauffement à un niveau très élevé actuellement avec ce pays. Donc, créer un partenariat ou réchauffer le partenariat avec ce pays ne doit pas vouloir dire du tout et voilà, avoir des conflits ou des tensions avec les autres. C'est pourquoi j'insiste que nous devons apaiser nos relations avec tout le monde. Et à mon avis, personne ne viendra nous imposer de partenariat. C'est à nous de savoir où sont nos intérêts et quelles sont les ambitions pour ce pays que nous visons et travailler pour défendre ça. Donc je pense que en termes de partenariat, il faut travailler avec tout le monde sans exception. Travailler avec tout le monde sans exception, ce sont là les mots, les solutions que suggère notre invité, le général Moussa Senko Coulibaly. Général Senko Coulibaly, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Vous avez 2 minutes. Les Maliens vous regardent ce soir. Ils regardent le président de la Ligue démocratique pour le changement. Les Africains vous regardent ce soir. C'est quoi le message, la vision de votre parti, la profession de foi et puis la transition en 2 minutes? Je pense que on l'a touché un peu rapidement au cours de l'émission, c'est de dire, je parle d'abord aux Maliens, c'est aider l'équipe actuelle à organiser le plus rapidement possible la suite de la transition pour nous permettre de revenir à une légalité constitutionnelle et permettre à la nouvelle équipe d'avoir la légitimité qui va nous permettre de nous ouvrir aux autres. Mais aussi aux Africains, parce que après tout, les difficultés au Mali, les problèmes au Mali, les difficultés institutionnelles, c'est des problèmes pour nous les Maliens, mais aussi ça crée des contraintes dans les pays voisins et ailleurs. Parce qu'on a vu au niveau de l'Union africaine, il y a eu des débats chauds pour dire oui, il faut les accepter, il ne faut pas les accepter, il faut les tolérer, il ne faut pas les tolérer. Donc ça veut dire que ça pose des problèmes à tout le monde. Donc c'est quoi? Comment tirer les leçons des périodes de ce genre pour qu'on ne puisse pas revivre des périodes du genre. Et si ça devait arriver, parce que bon, voilà, on ne peut pas tout prévoir, comment être sûr qu'il y a des mécanismes déjà en place qui permettent à ce que on ne soit pas dans la navigation à vue, qu'on ne tâtonne pas, mais qu'on puisse proposer des repères et une main courante qui permet de retrouver le standard aujourd'hui qui permettent au pays d'échanger. Et ce qui se passe, quand on sort de ce standard, voilà, ça devient difficile pour tout le monde. Donc le message, c'est de dire aux Maliens, aujourd'hui, et encore une fois, comme je l'ai dit, des fois, quand on est dans des situations difficiles, c'est difficile par nous-mêmes de se sortir de ces situations difficiles. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut aider la transition et à aller de l'avant, à permettre au Mali de renouer avec tout le monde, avec la communauté internationale. Et ça s'est fait d'abord par l'élection présidentielle. Et c'est ça, l'élection la plus utile et la plus importante des rendez-vous qui sont déjà fixés. Et à mon avis, il faut aller à ça et c'est ça l'essentiel. N'oublions jamais ce qui est essentiel. N'oublions jamais ce qui est essentiel. L'essentiel pour le général Moussa Senko Coulibaly, c'est d'aller à l'élection présidentielle en février-mars 2024. Général, merci. C'est toujours un plaisir de partager cet entretien avec vous. Le plaisir est partagé. Voilà, j'apprécie particulièrement votre sérénité. Merci. Bon général. Merci. Merci. Venez ici quand vous le voulez. Et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir et qui vont peut-être regarder aussi la rediffusion dans les jours à venir. Merci à vous. Merci. Bon vent à la Ligue. Nous sommes disponibles à tout moment. Inch'Allah. Bon vent à la Ligue démocratique pour le changement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours. Renouvelez le programme de Djoliba TV News. Au revoir et à jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission En toute liberté.
en toute liberté.